World is waiting. Go! 1, 2, 3, hey! Don't sweat the technique. Bonsoir à tous, bonsoir à vous. Ravi de vous retrouver sur le TeamSpeak de Basket Evolution. Ce soir, on fait une émission spéciale Euro, l'Euro qui va démarrer demain avec l'équipe de France. Pour parler de tout ça avec deux invités du site, Free, que vous avez l'habitude de connaître, et Bonsoir à tous. en invité exceptionnel, Jack le Rouge. Salut à tout le monde. Voilà, notre ami supporter du BCM, si je ne me trompe pas. Et les Raptors. Et des Raptors aussi. Ça fera plaisir à notre cher Raptors qui a pas pu venir faire cette émission avec nous ce soir. Voilà. Donc on va démarrer. Donc voilà un petit peu le sommaire. On va vous parler un petit peu de cet Euro et notamment de l'équipe de France, les différents groupes. Également un petit point sur le lockout et puis l'actu chaude un petit peu de la NBA, du basket en général, mais même si l'actu vraiment chaude concerne l'Euro. Donc on va démarrer par l'équipe de France. Alors tout d'abord, messieurs, j'aimerais savoir un petit peu vos impressions après cette préparation de l'équipe de France et puis tout simplement ses chances dans cet Euro. Si tu veux y aller. Ouais. L'équipe de France, je dirais presque une préparation trop belle pour l'instant, qu'on a l'habitude de voir souvent avec l'équipe de France. C'est une préparation qui se déroule presque sans problème, même s'il y a eu la grosse claque de l'Espagne. Après, sur le reste, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. On a vu plusieurs fois l'équipe de France qui se faisait revenir en fin de match. Mais globalement, la copie est très positive, que ce soit contre la Croatie, la Serbie et dernièrement la Bosnie et la Belgique. Ce qu'il va falloir faire attention, ça sera quand ça va commencer la compétition, parce que souvent on se fait avoir, la compétition arrive, le niveau de jeu de tout le monde augmente et nous on est un petit peu surpris. Je pense qu'il va falloir faire attention, mais pour l'instant on va dire il y a de quoi être optimiste, surtout au niveau on va dire du jeu offensif. Ok, Jack, tes impressions? Ouais, moi je suis à peu près d'accord avec Free. Bon, ça veut dire par le passé, on a souvent vu des belles préparations et après des grosses chutes durant les compétitions, quoi. J'espère que cette fois-ci ça ne sera pas le cas. Mais bon, moi personnellement je suis assez sceptique parce que bon, certes, on a affronté des belles équipes, mais il y a aussi des équipes qu'on a affrontées limite un peu pour le fun quand même, hein. Je veux dire, les 106-44 en premier match. Canada, Ouais, tout à fait. C'était de la rigolade, quoi. Je veux dire, bon, après, tu te prends un gadin contre l'Espagne, ça te remet droit dans tes baskets au moins. Mais bon, voilà, quoi, Ouais, je suis mitigé, on va dire, mitigé. D'ailleurs, comme disait Collet, c'était Vincent Collet, c'était pas mal de jouer l'Espagne au tout début. Ça a pu remettre un petit peu les idées en place et voir le chemin qui reste à parcourir pour cette équipe de France. Donc quant à moi, j'ai trouvé la préparation plutôt convaincante dans l'ensemble, hormis cette claque, comme vous l'avez dit, de l'Espagne. Et puis, je trouve qu'on a réussi à trouver justement un axe constitué de Parker à la main, Batum, Malel et de Noah à l'intérieur, un axe assez intéressant sur lequel vraiment s'appuyer vraiment des cadres qui font que cette équipe peut voyager loin lors de cet Euro. Ensuite, je ne sais pas jusqu'où vous les voyez arriver. Là, c'est vrai qu'on peut dire qu'on est bien content d'avoir Noah, quoi. Je veux dire, hein, c'est assez flagrant l'impact qu'il a sur la team, alors qu'au final, je veux dire, ce sont ses premières sélections, quoi. Il fait vraiment du bien dans la raquette, quoi. On en avait limite bien besoin. C'est vrai que c'est ce qui manquait beaucoup au niveau des dernières campagnes, quoi. Non seulement un pivot capable de défendre, mais aussi de prendre les rebonds offensifs. On l'a vu là plusieurs fois pendant les matchs, capable, on va dire justement, de un peu maîtriser ses adversaires sous l'arceau et de rajouter quelques points justement offensivement avec ses rebonds. Et après, défensivement, c'est quelqu'un qui fait quand même 2m10, autant dire quelque chose qui est assez rare en équipe de France, et qui est capable, voilà, on le voit bien, hein, il y a plusieurs adversaires, je pense notamment à Teodosic, qui n'était pas toujours, on va dire, très serein au moment d'aller attaquer le panier, et ça nous a pas mal aidé. Il y avait aussi Domerkant, et je pense que c'est positif. En plus, on l'a vu, hein, quand nos adversaires ne sont pas capables de mettre à longue distance, on est capable de lancer, on va dire, de gros runs offensifs, quoi. Et c'est assez intéressant ça. Ouais, c'est la première fois qu'on a un pivot d'un tel calibre
en équipe de France, en tout cas vraiment au rebond en défense, qui peut vraiment apporter. C'est le vrai plus par rapport aux dernières compétitions internationales. Là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Ouais, Vas-y, Jack, je t'en prie. je veux dire, il va quand même nous permettre de pouvoir rivaliser avec des joueurs du style Kaman, enfin, je veux dire en phase de poule, je parle, hein, en phase de poule, les joueurs du type Kaman, Bargnani, pourquoi pas, bon, Nowitzki, ça va pas défendre sur lui, Oui. c'est pas possible. Mais je veux dire, il va apporter de la taille et de la défense, je veux dire, là où ça pêchait peut-être un peu par le passé, quoi. Tout à fait. Alors, messieurs, en un mot, les forces et les faiblesses de cette équipe de France. Après, Très si tu clairement, veux y aller. oui, très clairement, ça reste, on va dire, je pense, dans la lignée des années précédentes. Une grosse défense, mais on sait que voilà, quand on nous met sur jeu placé, un match avec pas mal de pression, une bonne défense de zone, on sait que ça reste, et à mon avis, ça restera toujours le problème de l'équipe de France. Ouais, Jack, comment tu Bah, c'est sens vrai ça? que moi j'ai pas tout vu les matchs, donc je peux pas non plus, mais bon, c'est vrai que je rejoins Free sur son analyse. Après, par contre, au niveau des points forts, je pense que nous, on a quand même un banc assez solide, quoi. Je veux dire, c'est pas. Ouais, Enfin, tout à après, fait. Moi, je veux dire, on n'a pas des joueurs de seconde zone vraiment, quoi. Je veux dire, même Tikandu qui est venu s'ajouter il y a très peu, c'est quand même, je veux dire, il a montré dès le premier match qu'il était là pour jouer, quoi, qu'il était pas là pour faire de la figuration, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve que la force, comme vous l'avez dit, hein, la défense, le jeu rapide, les qualités athlétiques. Ce qui nous manque un peu, c'est du shoot extérieur, notamment face aux défenses de zone. Parce qu'il y a pas mal d'équipes qui vont défendre en zone contre l'équipe de France, hein. Sûrement, ça va, à mon avis, démarrer dès demain avec la Lettonie. Et quelqu'un comme Mike Pietrus aurait pu nous enlever peut-être une épine du pied. On attend toujours Nando De Colo un petit peu dans ce rôle-là et il tarde un petit peu à confirmer. Donc ça va peut-être être l'une des grosses difficultés de l'équipe de France. Il va falloir que Nico Batum sorte de 3 shoots. Là, on a vu que Sichi Kangou aussi, quand il rentrait, arrivait à marquer un petit peu extérieur. D'ailleurs, à ce propos, messieurs, le rôle de Nando De Colo, décalé en 6e homme, ça lui convient peut-être mieux, non? Oui, je pense que ça lui convient mieux. Bah, déjà, tout d'abord, défensivement, on a vu que là, en plus, on a trouvé un 5 de départ qui est pas trop mal avec Djellabal en 3 et Batum en 2. Et après, Nando De Colo, bah, c'est quelqu'un qui reste quand même sur des très bonnes saisons à Valence, mais qui est toujours un peu déçu en équipe de France, parce qu'il s'associe toujours mal à Parker, et je pense que de ce côté-là, le mettre en 6e homme, c'est pas forcément une mauvaise idée, surtout que là, sur les 2 derniers matchs, il a été très bon. Bon, c'est la Bosnie et la Belgique, mais moi, il m'a convaincu, et j'espère qu'il va être capable de garder ce niveau-là au niveau de l'Euro. Tout à fait. Donc, autre chose aussi, hein, l'équipe de France qui démarre par un calendrier assez favorable, hein, dans ce groupe B, qui est un groupe assez difficile. On démarre donc par la Lettonie, puis Israël. Là, 2 victoires impératives, hein, que Ah derrière, ouais, ça va être beaucoup plus compliqué. il va falloir rentrer tout de suite dans le vif du sujet, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour, on a fait l'image de préparation, je pense que prête, quoi. Donc maintenant, il va falloir rentrer. Ah, surtout en plus Ok. avec, je sais pas si les victoires, on va dire, imaginons que nous passons, on va dire, en seconde phase. Est-ce que les victoires contre la Lettonie et l'Israël seront comptabilisées au moment de rencontrer l'autre grosse poule? À ce moment-là, c'est vrai qu'il va pas falloir se louper encore moins sur le genre de match que sont la Lettonie et Ouais, l'Israël, absents en plus avec c'est la, Bedrits et Caspi. ouais, c'est la question, puisqu'ensuite, on va rejoindre, d'aventure, si on se qualifie, les 3 meilleures équipes du groupe A. Et ensuite, il y a 4 équipes donc, qui vont se qualifier sur les 6 pour jouer les quarts de finale. Donc, si d'aventure le panier average était compté, ça serait important de cartonner dès les premiers matchs. Ça, c'est évident. Voilà, donc on va peut-être parler un petit peu de groupe B maintenant, sauf si vous voulez rajouter un mot sur cette équipe de France, si on a fait le tour ou si vous voyez autre chose. Juste un petit truc à Non, je rajouter. pense pas. Ça sera l'alchimie. Si on vise vraiment très haut, l'alchimie ça va compter face à des équipes qui se connaissent depuis maintenant quelques années, Espagne, Serbie, Lituanie. Ça sera à mon avis un élément qui va jouer dans les matchs coup près. Oui, C'est peut-être justement, à me dire, la blessure de Thuram, justement, c'est peut-être aussi un problème au final, parce que je pense qu'au niveau ambiance, il devait quand même apporter pas ouais. mal, Alors mais bon, je pense que. voilà. Il faut savoir que Turiaf sera avec le groupe, hein. La délégation Ah, française non, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Et a heureusement demandé. d'ailleurs, parce qu'il serait parti, je pense que ça Ouais. aurait, je veux dire, ça aurait fait un petit. On aurait eu un petit peu de mal à le remplacer au niveau de l'ambiance, quoi. Heureusement qu'il est là, Oh, je pense. ouais, c'est quelqu'un qui peut cimenter le groupe, hein.
à ce niveau-là. Et le fait qu'il soit dans les bagages de l'équipe de France, il va un petit peu jouer un rôle d'assistant coach. Et puis, il avait l'habitude avec les Lakers notamment. Donc voilà. On part donc sur le groupe B. Free, donc si tu peux nous parler un petit peu de ce groupe, je te laisse la C'est pas un parole. groupe facile. On dit que le groupe A, c'est un peu le groupe de la mort, mais le groupe B, ça va être pas mal non plus. Parce qu'il y a 4 nations qui paraissent quand même au-dessus du lot. La Serbie, ça sera compliqué à les jouer. On a beau leur avoir mis une bonne claque, bon, même si le résultat à la fin était plus modeste, on aura quand même une bonne claque en préparation. Il va falloir s'en méfier comme de la peste. Parce que c'est tous des joueurs qui connaissent le haut niveau, qui en plus se connaissent depuis longtemps. Teodosic, Kristic, Razic, Savanovic, tout ça, c'est vraiment de très bons joueurs. Et à mon avis, ils vont être compliqués à les chercher. Je dis pas que c'est impossible de les battre, mais à mon avis, quoi qu'il arrive, ils seront là. L'Allemagne de Dirk Nowitzki et Chris Kaman. On sait que dans les compétitions, c'est toujours une nation qui est dangereuse, et là, elle le sera encore plus. Surtout qu'en plus, à côté, certains joueurs ont mûri et ont dû se débrouiller les dernières années sans Nowitzki. Donc, si on va dire si la sauce prend, ça sera une nation qui va être très compliquée à jouer. Il va vraiment falloir s'en méfier. Et derrière, il y a l'Italie. Alors l'Italie, on ne sait pas trop quoi en penser. C'est assez impressionnant sur le papier, avec les Très trois bonne. joueurs NBA, Gallinari, Bellinelli et Bargnani. En plus, à côté des bons joueurs, défensivement c'est moyen, mais sur un match, c'est un peu capable de tout. Il va falloir s'en méfier. Et après, clairement, Israël, Lettonie sont un petit peu en dessous, mais ça reste des équipes un peu poil à gratter et il n'y aura pas le droit au faux pas, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Donc, Jack, si tu veux nous dire deux, trois mots sur le groupe. Ah ouais, ben, c'est clair que je veux dire, la Serbie, ça fait peur, même si préparation. Mais bon, les joueurs, c'est là, quoi. Je veux dire, après, l'Allemagne, bah, que dire, on a sur en finale NBA qui était capable de revenir, donc on sera tout à fait capable. Après, a-t-il récupéré les matchs, on sera fixé, quoi. Après, bon, l'Italie, moi, je sais pas, elle me fait moyennement peur. On va Ok. On a dire. un tout petit problème de son avec Jack, du coup ça coupe un petit peu. Donc je vous donne un petit peu mes impressions aussi sur ce groupe B. Comme l'a dit Free, hein, la Serbie, donc coachée de main de maître par Ivkovic, hein, un Oui, coach très un bon peu à coach. l'ancienne, très bon coach, ça plaisante pas, hein, ça file droit. Donc le collectif vraiment rodé, et puis donc tous les joueurs que tu as cités, hein. Moi j'ai un petit faible donc, pour Teodosic et Savanovic, c'est vraiment des joueurs que je trouve vraiment très très bons. Ensuite, derrière, c'est vrai que cette 11e place, à mon avis, on espère donc voir la France dedans, hein. L'Italie et l'Allemagne, ça va se jouer, à mon avis, vraiment au coude à coude. Et ce sera vraiment un match euh, à couteau tiré, hein. Notamment pour l'Italie, qui, à mon avis, peut vraiment réaliser un coup avec son trident NBA. Et ils ont fait une très très bonne préparation, notamment en ayant battu la Grèce 2 fois, avec un match notamment en double prolongation. Et là aussi, il y a un coach de qualité avec Piani Gianni, qui est le coach de Sienne, qui a vraiment repris l'équipe en main et ça peut être un outsider sérieux dans cette poule, hein. Moi, je les vois se qualifier devant l'Allemagne. Il me semble avoir plus d'arguments que cette équipe d'Allemagne sur Israël et Lettonie. Voilà pour moi. Ouais, On va peut-être passer sur. Vas-y, Free, je t'en prie. oui, c'est vrai que l'Italie, elle est tout à fait capable d'aller vraiment haut, quoi. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'alchimie dans cette équipe et il y a peu de défense. Autant dire qu'il va falloir qu'ils cartonnent offensivement pour compenser. Mais il va falloir s'en méfier. En Mais tout cas, beaucoup de monde est pressé de les voir, je pense. Oui, ouais, oui. après, il va falloir qu'aussi que Bargnani prenne ses responsabilités aussi. Je veux dire, moi, je suis les Raptors. Personnellement, je veux dire, j'ai jamais vu prendre ses responsabilités, enfin, pratiquement pas. Je veux dire, là, c'est quand même l'euro, c'est quand même la nation. Il va falloir que sorte les doigts, comme on dit, quoi, vulgairement, quoi. Et s'il le fait, moi, je pense que ça pourrait le faire, mais pour l'instant, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, j'en ai pas vraiment peur. Enfin, moi, d'un point de vue personnel. Il va falloir Oui, toujours se oui. Après, méfier. Ouais, vas-y. ouais, c'est vrai que c'est une équipe dont il faut se méfier. Et le joueur qui prend un peu l'Italie sur ses épaules, c'est quand même Danilo Gallinari. Il avait ce rôle-là un petit peu avec Denver en fin de saison, après l'échange de Carmelo Anthony. Et là, avec l'équipe d'Italie, c'est quand même le vrai plus cette année. Et c'est un peu la révélation des matchs de préparation, hein, clairement. Et après, il faut toujours se méfier aussi des joueurs dans le contexte FIBA par rapport à l'NBA. On a vu certains joueurs se louper complètement en FIBA et être capables de réussir, on va dire, des compétitions internationales grandioses. Je pense notamment à Kriapa du côté de la Russie. Faut Ouais, tout toujours à se fait. méfier à ce Ouais. niveau-là. Ou même l'inverse, on avait vu Duncan au JO d'Athènes complètement se rater.
Oui. alors que c'est un immense joueur. On va peut-être parler maintenant du groupe A, donc le groupe constitué de l'Espagne, la Lituanie, Turquie, Grande-Bretagne, Pologne, Portugal. Messieurs, je vous écoute sur ce groupe. Un gros groupe. Un très gros groupe. Euh, je- c'est difficile de dire qui va sortir premier. Parce que bon, l'Espagne, c'est vraiment les favoris. Bon, on leur connaît un petit côté un peu diesel à démarrer tardivement. Mais quand on voit leur match de préparation, ça va être compliqué d'aller les chercher. La Lituanie à la maison, c'est capable de tout. Et vu qu'ils ont 10 joueurs qui sont vraiment forts, c'est vrai que le 5 de départ est pas forcément évident à distinguer, mais on va dire chaque poste est doublé et ça va être très compliqué de les jouer. Pocius, Jasikevicius, le petit Valanciunas qui va arriver, ça va être très compliqué à jouer. Et Turquie, c'est la question de savoir est-ce qu'ils seront aussi forts que lors de leur mondial ou pas. Si c'est le cas, ça va faire mal aussi et les confrontations, ça va être exceptionnel. Après, Grande-Bretagne, Pologne, Turquie, euh, c'est le Portugal, je crois, qui est dans le groupe pour finir. Portugal, ouais, ouais. C'est en dessous et ils vont avoir un peu plus de mal, très clairement. Jack. C'est clair que là, on a affaire à un gros groupe, quoi. Je veux dire, moi, personnellement, l'Espagne, de toute façon, c'est pas une surprise si ce serait mon favori, quoi. Je veux dire, en plus, ils avaient eu besoin de naturaliser Ibaka, quoi. Je veux dire, pas vraiment besoin, quoi. Mais au final, il est là, quoi. Il apporte de l'explosivité, tout ce qu'il apporte dans ce club. Donc, je pense que ça sera solide, quoi. Bon, la Grande-Bretagne, c'est vrai que, en fait, c'est limite dommage quand même qu'on n'ait pas le droit à voir Ben Gordon et Pop, c'est Sam Bonsu, quoi. Je veux dire, bon, tous les deux ont des problèmes, ça. C'est quoi, blessé, donc forcément il peut pas venir, mais ça aurait été, je veux dire, ça aurait pu être beau à voir, quoi. Je veux dire, en plus avec le Hold'em, ça aurait pu être sympa, quoi. Après, bon, la Lituanie, c'est la Lituanie, quoi. Je veux dire, moi personnellement, je vais en profiter pour voir Valanciunas, quoi. Je veux dire, forcément, les Raptors ont drafté, j'en entends que du bien, donc là, on va voir s'il a le niveau. Je pense que là, on verra dans une grosse compétition européenne ce que ça donne, quoi. Bon, après, comme le dit Free, la Pologne et le Portugal, bon, ça reste un cran en dessous, donc ils n'auront pas vraiment leur mot à dire. En plus, Gortat n'est pas là pour la Pologne, donc c'est dans la Ouais, tout à raquette, je fait. pense que Ouais. ça va être Lampé non difficile, plus. quoi. Ouais, Martial Lempe non plus avec la Pologne, donc c'est très Et bon après, joueur c'est pareil, aussi. Free a dit tout ce qu'il fallait dire sur la Turquie. Je veux dire, s'ils ressortent le niveau de jeu qu'ils ont sorti en mondial, ça peut faire très mal, quoi. Je veux dire, si Turkoglu nous refait une compétition qu'il a fait l'année dernière, ça va faire très mal, quoi. Ouais, C'est à voir. Et on va voir les faire aussi. Ça va être sympa. ouais. Bah, la Turquie est une équipe, enfin pour moi vraiment en reconstruction. Il y a eu un changement de coach. Il y a beaucoup d'inconnus. Les matchs de préparation n'ont pas vraiment rassuré les supporters de la Turquie. Ils n'auront plus le public aussi avec eux, hein, par rapport à l'année passée où vraiment ils se surpassaient devant leur public. Je pense quand même qu'ils termineront dans les trois premiers du groupe. Maintenant, ça sera pas la même limonade qu'au championnat du monde l'année passée, même si l'équipe sur le papier reste alléchante, hein. Il y a une grosse inconnue sur l'état de forme des joueurs, hein. C'est quand même une équipe qui est en préparation à perdu contre l'Allemagne aussi. Donc bon, à voir vraiment, c'est une grosse inconnue, hein, dans ce groupe, hein, l'état de forme de la Turquie. En ce qui concerne l'Espagne, par contre, la grosse recrue, c'est quand même, on n'en a pas encore parlé, mais Serge Ibaka. C'est vrai que d'avoir réussi à le naturaliser espagnol, c'est quand même un énorme plus notamment dans les rotations intérieures, quand les frères Gasol sortent, ou s'il y a des problèmes de faute. Avoir le luxe d'avoir Serge Ibaka sur le banc, c'est quand même assez énorme, hein. Donc l'Espagne, Dégager ouais, Vasquez et Suarez, oui, c'est ouais, vraiment du luxe. c'est vraiment du luxe. Et puis en plus, c'est une Espagne quand même qui, à mon avis, va peut-être pas partir ce coup-ci en mode diesel parce qu'ils sont quand même assez revanchards après s'être fait sortir par la Serbie au championnat du monde. Et je pense qu'ils vont vouloir montrer que ça reste l'équipe vraiment dominante en Europe. Donc attention à l'Espagne. Voilà. Et puis la Lituanie, bon, bien sûr, qui va jouer devant son public. Ce qui est dommageable quand même, c'est les absences de Kleza, de Sisoskas, de Lavrinovic dernièrement, hein, notamment dans le secteur intérieur. Ça va laisser de la place à Valanciunas, hein, qui va être l'une des attractions de l'Euro, hein, sûrement, comme peut l'être Kanter avec la Turquie. Et le duel entre les deux va valoir le détour, hein, ça c'est évident. C'est sûr qu'ensuite la Grande-Bretagne, à part Holding, hein, c'est un peu plus limité, même si Freeland et Archibald sont deux bons joueurs.
Voilà, il faut voir un peu comment ça se passe. La Pologne sans Gortat, le Portugal, bon, c'est vraiment en dessous. Donc, voilà un petit peu la hiérarchie de ce groupe. Messieurs, si vous le voulez bien, on va passer sur le groupe C, intitulé assez justement le groupe des Balkans. Donc je vous écoute, Free. Oui, c'est vrai que là on a une, deux, trois, on a quatre nations des Balkans, dont la Grèce qui est pas très loin à côté. C'est un groupe où pour moi il y en a quand même trois qui sortent du lot. C'est la Grèce, malgré toutes les absences, la Croatie et le Monténégro qui est un peu la force montante sur l'échiquier européen. Après on a pu voir Macédoine, il n'y a que Beau Caleb quasiment. Bosnie-Herzégovine, c'est du 3 points à foison. Et le dernier qualifié, si je me trompe pas, c'est la Finlande. Euh, on va Ouais, dire que c'est un groupe où potentiellement il y a trois équipes qui sont au-dessus et qui devraient se qualifier sans trop de problèmes. Je mettrais quand même pour la première place une piécette sur les Grecs qui, malgré les absents, ont quand même un effectif plutôt expérimenté et qui est capable, on va dire, d'aller chercher sans trop de problème la première place. Oui, Jack, tu voulais réagir pas trop, sur ce groupe je C? veux dire, j'ai pas trop de choses à rajouter. C'est vrai que la Grèce a perdu quelques éléments, mais au final, je pense qu'ils devraient pas mal s'en sortir. Et de toute façon, ils ont toujours prouvé que dans les compétitions, ils étaient présents. Donc, il n'y a pas de raison que cette année, ça ne passe pas, je pense pas, quoi. Après, bon, la Croatie, malgré qu'on. Moi, je l'ai découverte un peu en match amical contre la France, quoi. Il y avait des belles choses. Après, ça reste à voir. Après, moi, je peux pas trop me permettre de me prononcer sur les autres équipes parce qu'au final, je connais pas vraiment beaucoup de monde là-dedans, quoi. Hmm. Ouais, non, c'est sûr que la Grèce paraît être au-dessus malgré les absences, hein. Et ça appuiera sur son axe fort avec Bourousis à l'intérieur, Faustis, Zizis. Ça, c'est vraiment les joueurs. Et puis bon, il y a quelques joueurs qui peuvent un peu se révéler. Je pensais notamment à Kostas Koufos, qui est en préparation, a terminé 4 fois meilleur marqueur de l'équipe. Donc il peut vraiment se révéler. Et puis il y avait ce jeune aussi là, dont Free a un petit peu fait le portrait là dans l'article consacré à la Grèce. Donc Free, si tu veux nous prononcer un petit peu le nom de ce joueur, c'est Papa Nikolaou, c'est ça je crois, hein? Oui, c'est à peu près ça, ouais, ça fait partie. Ouais, Bah, à il y a peu près deux ça. gros joueurs qu'on attend. Ils étaient là, ils étaient présents l'année dernière au championnat des moins de 20 ans avec Papas. Vu qu'on n'est pas trop sûr de l'état de forme de Perperoglou, qui a des genoux, on va dire, qui posent problème, c'est un joueur qui peut se révéler et qui a pour l'instant montré sur les matchs amicaux de très bonnes choses. Si je me trompe pas, il est au Panathinaikos aussi. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent très peu se révéler dans un effectif aussi riche. Va falloir surveiller de très près ce joueur. Il y a aussi Nick Calates à la main qui sort d'une Oui. grosse saison. On l'attend avec pas mal de responsabilités. Aussi. Alors en ce qui concerne la Croatie, hein, le joueur à surveiller, ça va être bien sûr Bogdanovic, qui a été drafté par les Nets, si je ne me trompe pas, et qui clairement peut prétendre au titre de meilleur scoreur de la compète. Un temps, il est doué offensivement, hein, ce joueur. Il y a trois arrières au niveau de la Croatie qui sont de terribles scoreurs. Il y a Marko Popovic, qui je crois a fait un carton cette année en Eurocup, si je me gourre pas, dans Khimki Moscou, ou je ne sais plus, un club russe. Il y a Marco Thomas à l'aile, Ouais, il y a qui est lui Thomas aussi aussi, ouais. Ouais. capable de gros coups de feu. Alors en plus, quand vous avez Bogdanovic en deux, ils vont être très dépendants, on va dire, de ces trois joueurs. Bon, aussi à l'intérieur, il y a Ante Tomic et si je me trompe pas, Stanko Barac. Et puis Euh, Barak, ouais, voilà. ça fait deux grosses tours à 2,17 m, deux très bons joueurs qui s'est Ouais. révélé cette année. La Croatie, on va dire, si la sauce prend, ça peut Ça faire peut aller mal, loin, ouais. mais je suis assez pessimiste quand même, parce que d'habitude, ça a du mal à prendre, un peu comme la Slovénie, quoi. Mm. Ouais, moi aussi, je suis un peu pessimiste parce que c'est quand même une équipe jeune qui a pas beaucoup d'expérience. Aussi. Il y a pas un joueur qui dépasse les 26 ans. Et puis on l'a vu dans le match contre l'équipe de France. Sur certaines séquences, c'est capable du meilleur comme du pire. Donc ça va être difficile quand même d'aller voir Il plus manque un loin vrai meneur, que le je premier pense. tour. Ouais, ouais. Et puis sinon, bah, le Monténégro, hein, il y aura quand même Nikola Pekovic Ouais. à suivre à l'intérieur. Et puis à la main, Omar Cook qui a été naturalisé, le ancien américain. Sinon, Vladimir Dazic, hein, qui est un peu une sorte de Jan Vesley monténégrin.
Très grand, Si très tu peux nous en dire rapide. un petit peu, ouais. Voilà, ouais. C'est exactement Yann Vezeli. Copie conforme, peu de technique, pas un très bon dribble, pas un shoot extraordinaire. Mais il a 2,08 m et il court comme une gazelle avec une énorme détente. Il commence à être un petit peu, il commence à avoir un certain âge, mais il arrive à maturité. Un joueur à surveiller, on va dire, pour ceux qui vont regarder le Monténégro. Ouais, parce que c'est quand même une équipe qui monte en Europe. Alors après, la préparation a été un petit peu décevante, hein. Une défaite contre la Turquie, deux défaites contre la Croatie en préparation, et ils ont même perdu contre la Macédoine. Bon, il va falloir peut-être, du coup, qu'ils se réveillent vraiment pour cet Euro, parce ils ont clairement les moyens d'accrocher cette troisième place, hein. Voilà. Donc, on va peut-être passer rapidement sur le groupe D, qui est peut-être le groupe le moins intéressant finalement de cet Euro. Le groupe où tout est très 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 ouvert derrière la Russie et la Slovénie. Moi, ça me démoralise de voir que soit la Belgique sans Hervel, soit la Bulgarie, la Géorgie ou l'Ukraine vont pouvoir passer en seconde phase, quoi. Quand on voit les groupes A et B qui vont passer ensemble après, là, ça a de quoi filer, on va dire, un goût amer pour ceux qui seront éliminés de l'autre côté, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Jack, si tu voulais nous en Ah, dire c'est un mot clair qu'en fait, également. derrière la Russie et la Slovénie, c'est vraiment faible, quoi. Je veux dire, là, bon, la Slovénie, notre cher ami Gattez va bien suivre les résultats, quoi. Nous, on va regarder aussi ça attentivement pour voir si Goran Dragic assure pas mal. Ça pourrait être sympa. Par contre, c'est vrai que derrière, c'est assez faible. Et comme le dit Free, c'est vachement dommage pour les autres équipes, les autres groupes, quoi. Je veux dire, Mm. ça fait, mais bon, c'est le jeu, c'est tirage au sort, quoi. Ouais, ouais, surtout que derrière, les poules les plus faibles vont se croiser, puisqu'ensuite on va prendre les trois meilleurs de la poule D avec les trois meilleurs de la poule C. Et pareil pour A et B. Ce qui fait qu'il va falloir sortir ensuite dans les quatre meilleures équipes, soit de la poule A et B, soit de la poule C et D. Et là, il y a quand même un gros déséquilibre, hein, un gros déséquilibre de niveau. Free, si tu veux nous parler un petit peu de ce groupe, un petit peu plus dans le détail, notamment de la Russie, peut-être. La Russie, pour moi, il va falloir s'en méfier parce que depuis 2007, on les entend plus trop parler, mais il faut dire qu'ils ont eu toujours aussi leur lot d'absents, notamment Kirilenko et Kriapa. On va dire, excepté on va dire J.R. Holden à l'époque, Kriapa et Kirilenko, c'était vraiment les deux patrons de la sélection. Ils reviennent là. Et l'effectif est quand même assez sérieux et quand on sait que c'est David Blatt qui est aux commandes, qui est sans Là doute aussi, ça. l'un des meilleurs coachs européens dans le top Ouais. 3, je pense. Ah Il va oui, tout falloir à s'en fait. Ouais. méfier parce qu'en plus ils ont vraiment un boulevard qui est ouvert devant eux. Et c'est vrai que c'est un peu Moi, pareil avec jusqu'au. la Grèce ou la Slovénie. Il va falloir s'en méfier parce qu'ils vont arriver à de bonnes positions au niveau des quarts de finale, s'ils vont jusque-là bien évidemment. Et ça serait pas étonnant de les voir, on va dire, surprendre tout le monde. Après, Ouais. Slovénie, Ouais. toujours un petit peu le problème de cette sélection. Là, on voit Dragic, Lakovic, Lorbek, toujours très beau sur le papier. Après, on sait que c'est une équipe qui a du mal à concrétiser. Surtout que là, les deux patrons, ça va être Lakovic et Dragic, c'est-à-dire deux arrières. À l'arrière, mais. Je suis pas ce qu'il y a de plus optimiste pour la sélection slovène, mais voilà, ils font partie, on va dire, des groupes C et D où ils vont arriver, on va dire, ils peuvent arriver très facilement en quart de finale, pas forcément très fatigués, donc va falloir s'en méfier. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Donc, surtout qu'il y a beaucoup d'absents quand même, hein, dans cette équipe slovène. Donc il n'y a pas Beno Udrih, Nashbar, Primo Brezek aussi à l'intérieur, Besirovic. Et je pense que la clé de cette équipe, bon, bien sûr, la traction arrière Dragic-Lakovic, mais bon, Erasem Lorbek, qui est toujours un très très gros joueur, notamment dans le basket FIBA, joueur du Barça. Si la Slovénie veut aller loin, ça passera par une grosse compétition de Lorbek, hein. Smodis. Voilà. Et Smodis aussi à l'intérieur, bien sûr. Bon, il faut savoir que c'est une équipe quand même qui a battu la Lituanie en préparation. Donc voilà, si on peut dire peut-être deux mots du coach de Malkovich, hein. Ah, c'est un coach du CSP. Ah oui. Dans la lignée de tous les coachs qu'on peut voir de l'ex-Yougoslavie. Euh, Terrible Le centre. préparateur. Ouais. Je pense que ça peut pas faire de mal à cette équipe qui a souvent, on va dire, manqué de cohésion à cause aussi de problèmes d'entente un peu récurrents. Après voilà, comme je dis, hein, va falloir pour moi surtout que Dragic et Lakovic fassent un très très bon euro pour espérer aller décrocher enfin une médaille, chose qu'ils n'ont pas eu depuis très longtemps, voire peut-être jamais, je sais pas. Ouais, il faudra regarder ça dans les annales. C'est vrai que derrière, ce qui va être intéressant, c'est cette lutte, hein, pour la troisième place.
Personnellement, et je pense que je suis pas seul, j'aurais misé une pièce sur la Belgique avant la blessure d'Axel Hervel. Sans leur leader, ça paraît quand même compliqué pour nos amis belges. Il faudra voir avec la Géorgie et le premier match de demain, hein, tout simplement. On a un Belgique-Géorgie. Alors, certes, qui fera pas lever les foules lituaniennes, mais bon, qui va sûrement décider de l'avenir de ce groupe B. Quelqu'un veut réagir? Oui, bah, moi, j'espère vraiment de voir que c'est ouvert pour ces équipes. Ouais. Attention à l'Ukraine aussi, qui sera quand même coaché Par Fratello, oui. par Fratello, voilà, je cherchais. Le pire c'est qu'on sent que même la Bulgarie a sa chance si elle fait une surprise. Bon, y a pas vraiment trop d'espoir, mais je pense que je mettrais quand même une pièce sur. J'hésite entre la Belgique qui a une certaine expérience et la Géorgie qui a un effectif assez intéressant Ouais, avec ouais. Zaza Pachulia et Marcus Heinz sur les extérieurs. À voir. On C'est a un même peu sur le. le, c'est un peu le loto, hein, la troisième place, hein. Ouais, 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 ouais. Et puis bon, la Géorgie, c'est vrai que au niveau, enfin, je veux dire, dans la raquette, ça va sacrément muscler le jeu. Il faudra pas s'attendre. Disons qu'il n'y a pas que des poètes dans cette équipe, hein. Ah non. Notamment Pachulia, il y a aussi Sanikidze ou bon, à la Ouais, med, des noms imprononçables. voilà, des noms géorgiens. Donc Heinz aussi, et puis on a un autre naturalisé, c'est Torian Green, hein, il me semble ex-coéquipier de Noah à Florida. Est-ce qu'il va Je me jouer? Je trompe, crois pas. si je Parce me que de trompe toute pas, façon, pas sûr qu'il joue. Ouais. les équipes sont limitées à un titularisé. Exact, Donc, exact. Donc non, non, finalement, ça il m'étonnerait sera pas qu'il là. joue. Alors. Il sera pas là. Voilà, donc l'Ukraine a surveillé donc la paire d'intérieur, notamment Pecherov, Fesenko. Pecherov, un ancien joueur des Wolves, qui a joué à Milan, il me semble, cette année. Ouais, Et puis Fesenko, le joueur du Jazz d'Utah. Bon, grosse faiblesse à l'arrière, hein, au niveau de l'Ukraine. Mais bon, le groupe est tellement ouvert que sait-on jamais. c'est ça. Voilà, sait-on jamais. Je pense qu'on a été assez complet sur l'euro. Peut-être juste préciser les enjeux de cet euro, hein. On aurait peut-être dû commencer par ça. Les deux finalistes accèdent directement aux Jeux Olympiques de Londres. Et ensuite, de la troisième à la sixième place, les équipes de la troisième à la sixième place sont qualifiées pour le tournoi pré-olympique, tournoi de qualification qui donnera accès avec d'autres billets pour les JO. Donc ça va être sacrément difficile. Maintenant, pour l'équipe de France, on attend au moins à ce qu'elle soit dans les 6 premiers, hein, ça serait déjà pas mal. Objectif Ouais, je pense minimum. que c'est le minimum quand même. Ouais, Jack, Ouais, c'est largement c'est le le minimum. minimum. Que je veux dire, c'est Ouais, depuis, ouais. depuis le temps qu'on attend que cette génération va au JO, je pense que là, me dire s'ils finissent hors de la sixième place, ça sera pas une honte, mais vu le niveau de jeu vu le niveau de jeu affiché lors de ces matchs de préparation, franchement, j'y aille, quoi. Je veux dire, faut les voir. Il faut qu'on les voit à Londres. C'est même pas la peine, c'est obligé. C'est un peu l'année ou jamais et ils peuvent vraiment saisir, je pense, une exposition médiatique. Si jamais ça prend, je pense que le basket en France peut y avoir un sacré coup de fouet et attirer un petit peu plus les foules, hein. Il n'y a qu'à voir au niveau des matchs de préparation, leur disponibilité, etc. Je pense que tous ceux qui les ont vus jouer, je pense à Méthode notamment, qui était du côté de Pau, hein, c'est quand même une équipe qui est assez abordable et qui peut, au niveau médiatique, sortir un petit peu le basket français de l'ornière, hein. Effet Noah. L'effet Noah exactement aussi, hein, et puis Parker aussi qui est là, Joe, bon, il y a quand même pas mal, tous les cadres sont quand même là, hein. Voilà, je pense qu'on en a quasiment terminé avec l'Euro. Peut-être, messieurs, juste votre podium, votre pronostic. On va essayer de se mouiller un petit peu. Je vous écoute. 1 Espagne, avec allez, on va dire une finale parfaite contre la Lituanie. Et en 3 et 4, on va mettre la Russie. Et soyons fous l'équipe de France. Allez, pourquoi pas. Jack, J'étais parti à peu près sur la même chose, niveau 1 Espagne, 2 Lituanie. Moi, si la Turquie continue continue sur le même niveau de jeu affiché lors de la dernière compétition, moi je verrais bien la Turquie en 3, quoi. Et pourquoi pas la France en 4. Mais là, je suis loin d'être sûr. Vraiment loin d'être sûr. voilà. Au risque de vous surprendre, messieurs, hein, je ne serai pas très original, donc je vois vraiment l'Espagne gagner cet Euro, avec pourquoi pas une finale contre la Lituanie. Et puis derrière, 3-4, un petit peu comme France-Russie.
Alors après, je sais pas pourquoi, mais je crois très fort à une médaille de l'équipe de France. Pourquoi pas en médaille de bronze. Je me dis que si jamais ça prend, ça peut aller très loin. Et puis pourquoi pas, soyons fous, hein, sur une médaille. Voilà, alors on va parler un petit peu, on va enchaîner maintenant avec, pour dire deux mots, hein, de la NBA et du lockout qui se poursuit. Donc, quelques petites informations. Il faut savoir que demain, il y a une réunion très importante donc, entre le syndicat des joueurs, donc Billy Hunter, Derek Fisher et donc David Stern pour justement les négociations sur la poursuite ou non de ce lockout. Et on aurait donc une date butoir jusqu'au 15 septembre pour du coup savoir si le training camp et la pré-saison vont être annulés ou pas, ce qui est un petit peu dommage. Messieurs, vos impressions? Je veux dire, moi personnellement, si on dit s'ils arrivent à un accord après, je veux dire, le début du training camp, je veux dire, dans ces cas-là, le training camp je veux dire, le training camp est annulé, donc moi, au pire, s'ils arrivent à un accord dans le futur et que la saison reprend, c'est pas un gros problème, quoi. Mais bon, je veux dire, à l'heure actuelle, ça a l'air d'être vraiment très 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 compliqué. On n'en voit pas le bout, quoi. Je veux dire, on se demande, je veux dire, plus les jours passent, plus on se demande si on aura une saison, quoi. Vraiment une saison, même une saison tronquée, parce que je suis assez pessimiste sur ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est c'est pas très gai de mon côté. C'est vrai que de toute façon, le problème, c'est que tant qu'il n'y aura pas de discussion, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'accord. Je sais pas, il me semble je crois qu'il n'y a quasiment pas eu de réunion de l'été, quoi. Donc c'est sûr qu'à partir de là, c'est normal que le lockout va durer. Après, je pense que la question peut être réglée assez rapidement. Ce que je veux dire, c'est que, imaginons, dans un cas idéal, qu'ils se mettent, on va dire, vraiment à discuter dès demain, le cas peut être réglé assez vite. Après, pour l'instant, c'est vraiment une guerre, un peu une guerre froide qui se joue, à savoir qui va céder le premier. C'est vrai que pour l'instant, que ce soit les joueurs NBA et les propriétaires, tant que la saison a pas repris, on va dire, chacun peut faire un peu sa grande gueule, quoi. Mais ça va être intéressant de voir quand la saison va reprendre, si, bah, non, justement, au moment où la saison devrait reprendre, si le chaos il y a toujours, est-ce que les deux parties sont toujours aussi confiants? Parce que là, on va dire, là, ça va commencer à perdre, surtout pour les joueurs et aussi un peu pour les propriétaires. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui sont pas optimistes du tout, hein. Il y a notamment Charles Barkley qui a déclaré que lui, il voyait pas du tout la saison se dérouler. Pourquoi pas faire une saison blanche? Que c'est vrai qu'on croise les doigts, on l'espère pas, mais les positions semblent encore assez éloignées, hein. Donc on va voir un petit peu comment ça va se dérouler. Alors chose assez intrigante, hein, c'est quand même que la NBA a quand même sorti le calendrier malgré tout avec toutes les rencontres. J'espère que ce sera de bon augure, mais de toute manière, il faudra que les deux camps fassent un pas en direction de l'autre pour pouvoir régler définitivement cette question. Voilà, donc en parlant justement du lookout, il y a pas mal de joueurs estampillés NBA qui vont voir d'autres horizons. Et c'est le cas dernièrement, par exemple, de Wilson Chandler, le joueur des Nuggets qui vient de partir en Chine, ou alors même d'autres joueurs hein, qui sont partis en Europe. Alors avec une clause permettant de revenir à la fin du lookout, je pense notamment à Deron Williams. Et messieurs, si vous voulez en parler un peu plus, je Ouais, vous laisse la ou parole. pas, quoi. Je veux dire, il y en a aussi qui, justement, qui n'ont pas pris cette clause, quoi. Je veux dire, Wiggins, Mhm. qui, lui, apparemment, est parti pour jouer une saison, voire plusieurs, dans le club lequel il est signé. Je veux dire, c'était un nom assez imprononçable, donc je peux pas écorcher. Mais voilà, que moi, personnellement, je sais pas trop quoi en penser, quoi. Je veux dire, bien pour, par exemple, pour la pro, quoi, Batum qui débarque, c'est génial. Je veux dire, je pense que peut apporter que du bon, mais après le problème c'est justement si la NBA reprend en janvier, février, bah voilà, quoi, je veux dire, les joueurs vont s'en aller et ça va donner quoi par la suite, quoi, je veux dire, le niveau des équipes sera totalement baissé, quoi, je veux dire, moi personnellement, bon, en tant que supporter du BCM, il n'y a pas vraiment de personne, je veux dire, on n'est pas vraiment concerné, quoi, il n'y a pas de si, certes, mais bon, c'est pas non plus un joueur de malade, quoi, je veux dire, comme on dit, donc, je sais pas, moi, je veux dire, j'ai hâte de voir quand même les répercussions que ça aura, mais j'espère justement limite que Locat perdurera et on aura une saison entière avec ces joueurs, parce qu'une saison, une demi-saison avec ces joueurs-là, moi, ça me plairait pas. C'est vrai que ça pourrait gâcher beaucoup d'un point de vue sportif.
on aura une sorte de saison coupée en deux. Les équipes, Mm. au niveau des équipes qui ont des joueurs NBA, avec la période avant lockout et la période après lockout. Surtout qu'en Europe, c'est vrai que la période importante, elle est au printemps, elle n'est pas en automne ou en hiver. Donc c'est vrai que d'un point de vue sportif, ça peut causer problème, surtout qu'en plus, c'est quand même tous de très bons joueurs. Et au fur et à mesure, c'est sûr que le jeu va s'articuler autour d'eux, et du jour au lendemain, ils seront pas là. Donc c'est un peu comme perdre un leader blessé en plein milieu de la saison, c'est pas forcément évident. Sinon, jusque-là, il y a quand même eu assez peu de signatures. C'est vrai qu'on a eu pas mal de joueurs, on va dire, européens qui sont venus. On pense notamment à Oui, Krstić. qui sont revenus en Europe, ouais. Ouais. On parle aussi, je sais pas si ça a été fait finalement, de cours qui ira au Beşiktaş. Après, il commence à y avoir de plus en plus de signatures importantes. Je pense notamment à Rudy Fernandez du côté du Real de Madrid. Ouais. Mais la question aussi, ça va être de savoir si les gros, et principalement ceux qui ont les moyens de s'offrir ces joueurs-là, vont miser dessus. Parce que c'est vrai qu'on a vu, là, on pense à Milan qui a fait un recrutement en or, qui a dit non, de toute façon, on ne recrutera pas de joueurs ayant cette clause. On recrute seulement des joueurs pour la saison. Donc à partir de là, est-ce que l'offre sera là pour tous ces joueurs? C'est aussi la question. Ouais, c'est vrai qu'un club comme Milan, c'est plutôt louable hein, comme politique de justement de dire bah, vous ne rentrerez pas, vous restez avec nous que jusqu'au bout. Hein. Finalement, c'est vrai que sportivement, ça se tient vraiment. Moi, j'ai aimé le discours d'un Nicolas Batum qui a dit je viens vraiment pour le sportif et pour qualifier Nancy en Euroleague. Enfin, pas en Euroleague, ils y sont déjà, mais en tout cas pour le top 16 d'Euroleague. Et alors que certains joueurs viennent uniquement un petit peu pour se montrer et vont attendre tranquillement le retour de la saison NBA, juste histoire un petit peu de se maintenir en forme. Mais bon, on sent pas vraiment la dimension sportive ou l'intérêt derrière, vraiment l'envie de jouer pour ces équipes européennes et voilà, et jouer l'Euroleague tout simplement. Hein. Jack, si tu voulais rajouter quelque Ouais, chose. je veux dire, les équipes qui ont recruté ce type de joueurs, je veux dire, c'est sûr, médiatiquement, ça sera très bon pour eux, ça sera très bon pour eux, ils vont avoir des maillots, je veux dire, les télés seront là, je pense. Mais après, c'est pareil, quoi, je veux dire, Milan a eu vraiment raison de maintenir, de faire signer les joueurs ils sont sûrs qu'ils vont rester, quoi, je veux dire, c'est vraiment important, maintenant. Voilà, comme je le dis, je le répète, moi je suis assez sceptique sur le fait là, je veux dire, et je pense que ça désavantage un peu les équipes qui justement n'ont pas le prestige de pouvoir recruter des joueurs assez importants qui viennent de NBA. Très bien. Eh ben, écoutez,